On parle de santé aujourd'hui et santé de la femme. La contraception, cette en tout cas méthode qui permet aux femmes d'espacer leur grossesse et de rester toujours en bonne santé déjà, et puis permettre de s'occuper aisément de la famille, dont l'autonomisation de ces femmes-là. C'est le thème que nous avons en tout cas combiné pour cette thématique santé aujourd'hui. Mais vous connaissez le préalable, c'est l'élément explicatif. À tout de suite. Stérilés, implants, préservatifs. Si les moyens de contraception sont aujourd'hui développés, la contraception souffre toujours en Afrique de stigmatisation. Nous allons les nommer Nadège et Fanti, deux amies d'enfance, qui se sont rendus dans un centre de santé pour bénéficier de conseils. On m'a bien expliqué. Voici ça aussi le stérilet. Là, on met ça dans le corps de l'utérus. Lui, ça dirait c'est 10 ans. Voilà, c'est 10 ans. Il y a des contre-indications dans certains cas. Voilà, une femme hypertendue ou diabétique, par exemple, ne peut prendre que le dispositif intra-utérin. Il y a des femmes qui viennent de subir, par exemple, une césarienne. Par rapport au dispositif intra-utérin, il faut attendre minimum 6 mois avant de placer le DIU. Mais comme Nadège et Fanti, toutes les femmes n'ont pas la chance d'avoir l'accord de leur conjoint afin de retarder le moment d'avoir un enfant ou ne plus avoir d'enfant. Elles se cachent, disent-elles, de leur mari, d'autres de leur belle famille. Ici en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire autant d'enfants, c'est Dieu qui donne, et pour son éducation, Dieu s'en occupera. On a un peu, au moins 4 enfants. Dans la situation aussi qui est là, le problème que les hommes aussi, il n'y a pas assez de moyens. Mais eux aussi, ils ont besoin d'enfants. Alors que femmes, grossesse, tout ça là, ces femmes, ça fatigue. Le monsieur ne sait pas que je viens faire PQ. Franchement, je ne lui ai pas dit et il ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Si il lui montre que j'ai fait ça, ce n'est pas bon pour moi. Voilà pourquoi il me cache. Mon mari, là, il est seul enfant de sa maman. Comme il voit que sa maman n'est qu'à savoir faire ça, là, on se cache pour venir prendre nos médicaments. Les maris ne sont pas pour. Les maris ne veulent pas parce qu'un mari se sent encore plus fort quand il voit sa femme enceinte de manière régulière. Chaque 2 ans, il se sent plus homme. Donc les maris ne veulent pas, mais en général, ce sont des femmes qui font le commerce et les grossesses rapprochées les dérangent beaucoup. Ça constitue un obstacle à l'évolution de leurs activités, donc elles aussi, elles se cachent. L'utérus doit avoir un temps de repos avant de reprendre encore son activité de distension. Voilà, ça se distend et ça se rétracte, ça se distend, ça se rétracte. Trop de distension, ça peut créer des ruptures utérines, ça peut créer des hémorragies, de la délivrance et beaucoup d'autres choses. La planification familiale, vraiment, parce que ça réduit considérablement le taux de mortalité maternelle. Le taux de mortalité maternelle et infantile reste encore préoccupant en Afrique. Au moins 23 femmes sur 1000 meurent au moment de l'accouchement. Le planning familial reste alors un des moyens les plus efficaces pour réduire ce taux. Beaucoup de choses à dire, mesdames et messieurs, sur ce sujet-là, concernant la contraception. J'ai été choqué par la dame qui parlait des hommes qui ne veulent même pas que leurs femmes parlent de contraception. C'est une réalité. Il y a des femmes même qui se cachent pour aller voir les médecins pour la contraception. C'est tout un programme. Moi, la première question que j'aimerais poser au docteur Abbé Hugues, quelle est l'appréhension des femmes ivoiriennes en particulier et africaines en général par rapport à la contraception? Est-ce que c'est resté statique ou bien ça a évolué depuis les indépendances, avant les indépendances, jusqu'à nos jours? Je pense que quand même depuis les indépendances jusqu'à nos jours, le profil de la mentalité des femmes ivoiriennes a beaucoup évolué. D'abord, une grande partie d'entre elles sont devenues plus éduquées, plus instruites, disons, et ont entendu parler beaucoup plus souvent de moyens de contraception et de planification familiale. Donc on a forcément, dans la population générale, une certaine évolution vers le progrès en termes d'information et de mise à disposition des moyens de contraception. Et partant de là, on a plusieurs variantes de contraception.
lesquelles qui sont utilisées ici sur notre territoire? Mais toutes les méthodes sont disponibles sur le territoire ivoirien. Aussi bien les méthodes hormonales que les méthodes non hormonales. Hein. Et dans les méthodes hormonales, il y a les méthodes hormonales orales. Ce sont les comprimés, la pilule que tout le monde connaît. Il y a les contraceptifs dits injectables, hein, qui consistent à faire des injections périodiques tous les 2 ou 3 mois selon le produit. Et il y a les contraceptifs à type d'implant. Ce sont des bâtonnets qu'on introduit. Les patchs sont différents de l'implant contraceptif. Ce sont des petits bâtonnets qu'on met sous la peau, hein, dans certains endroits du corps, et qui diffusent le produit contraceptif selon une durée qui varie entre 3 et 5 ans selon le produit. Et le patch, c'est un dispositif qui est appliqué directement sur la peau et qui est amovible, hein, comme comme une espèce d'étiquette qu'on applique sur la peau et qui diffuse également à travers la peau le produit contraceptif. Voilà, ça, ce sont les méthodes hormonales. Et puis maintenant, on a des méthodes non hormonales, au premier rang desquelles ce qu'on appelle le dispositif intra-utérin, communément appelé stérilet. Et en dehors des méthodes non hormonales, il y a aussi ce qu'on appelle aussi les méthodes de barrière. Toute une panoplie, hein, docteur. Préservatifs, etc. Et quelle est l'approche des dames vis-à-vis de ces contraceptions-là? Parce qu'on entend dire plein de choses, hein, ça fait grossir, ça rend stérile carrément. Il y a beaucoup de spéculations autour. C'est vrai, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être erronées. Et le professionnel de santé qui est chargé de conseiller les femmes, les couples ou les familles, hein, en termes de contraception, doit les informer de la réalité des choses. Chaque méthode a des avantages et des inconvénients. Il convient, quand on donne le conseil de contraception, de présenter ses avantages, de présenter les inconvénients, de les expliquer pour que si jamais il y a des effets qui sont attendus, ils soient mieux acceptés par la personne, par le couple qui utilise la méthode. C'est toute une série d'activités et dans le reportage, on a bien vu que vraiment ces sages-femmes et ces professionnels formés au conseil en contraception ont les outils pour informer. L'approche relationnelle a changé aussi, hein. La manière d'aborder. Vous avez parlé tout à l'heure de couple. Maintenant, on ne s'adresse plus seulement à la femme. On intègre de plus en plus le conjoint parce que le conjoint est une source très fiable de soutien. Non, de soutien. Mais de soutien. Et aussi de résolution de cette fameuse... Il y a une légende, il y a des mythes autour de la contraception. C'est pas bon, ça porte pas chance au couple. Ça fait que la femme devient ceci, cela. Tout ça, il faut parler à l'homme aussi. Il faut parler à l'homme parce que c'est lui le décideur. C'est lui qui décide de tout ce qui conduit au destiné de la famille. Et donc, si vous n'adressez pas à la personne ressource de la famille, vous ne pourrez pas obtenir le résultat que vous escomptez. Donc l'approche relationnelle, comme vous dites, fait appel maintenant à intégrer le couple dans le conseil en matière de choix de moyens de contraception. Sensibiliser l'homme, qui est le chef de famille et qui prend la décision de contraception ou de planification familiale, est très important. Et c'est par ce biais qu'on peut avoir une progression de l'utilisation par les couples des moyens de contraception. On a entendu aussi dans le reportage des dames qui avaient peur de prendre les contraceptifs à cause du regard de ces maris-là. C'est vrai qu'ils sont intégrés, mais est-ce qu'il n'y a pas un palliatif pour des personnes qui resteraient vraiment butées, qui ne veulent pas... Comment aider ces femmes-là? Parce qu'il y va de leur vie aussi. Hein. Bien sûr, il y va de leur vie. C'est la sensibilisation à travers ce type d'émission, à travers les messages destinés au grand public, qui permettent d'apporter l'information aux maris et leur permettre d'approcher aussi les centres de santé et d'avoir le conseil et l'information juste en matière de contraception. Ça fait peur de voir que des femmes se cachent pour aller voir leur sage-femme ou leur médecin pour mettre des patchs ou bien pour des injections. Voilà. Et puis, il y a une décision du gouvernement qui nous a plu, à matin on l'a relevé, c'est de faire venir les anciennes sages-femmes pour parrainer les sages-femmes actuelles. Ça veut dire que dans la démarche, c'est bien parce que ça donne encore plus de l'expérience, donc plus de communication, une autre approche de sages-femmes à la retraite qui viennent coacher celles qui sont là. C'est une bonne action aussi, ça peut aider. Ça peut aider, toutes les ressources disponibles peuvent être utilisées pour porter le message de la contraception, de la planification familiale. Parce que l'impact le plus important qu'on a en termes de population, c'est la réduction de la mortalité maternelle.
et infantile. Quels sont les chiffres justement de cette situation-là? La mortalité maternelle en Côte d'Ivoire, on estime qu'il y a à peu près 614 décès pour 100 000 naissances en Côte d'Ivoire, selon une étude de 2018 réalisée par une ONG américaine, ce qui représente autour de 20 décès maternels chaque jour sur l'ensemble du territoire de Côte d'Ivoire. Donc vous imaginez que la perte d'une maman, le drame que ça constitue pour la famille, c'est incommensurable. 60 décès par mois, c'est énorme. C'est énorme. Et même s'il n'y en avait qu'un, ça serait un décès de trop. Parce que les études montrent que dans la plupart des cas, dans 80% des cas, ces décès maternels peuvent être évitables. Et c'est le lieu ici, qu'on parle de sensibilisation, mettre en avant les avantages pourrait d'autant plus changer rapidement les mentalités. Quels sont les avantages de la contraception? Les avantages de la contraception, c'est, comme on vient de le souligner, éviter le décès maternel par des grossesses trop rapprochées, des grossesses à risque. C'est aussi, au plan économique, on l'a souligné dans l'élément introductif, permettre à ces femmes d'avoir une activité rémunératrice pour soutenir les familles au plan des revenus. Autonomisation. Nous savons bien dans notre pays que les femmes sont très actives et surtout dans une certaine catégorie de population, on a souvent des maris qui ont perdu leur emploi, des maris qui ont une activité saisonnière, mais ces femmes, elles soutiennent les familles. Ce sont elles qui pourvoient au quotidien aux besoins de la famille en termes de nourrir les enfants, de nourrir la famille. Donc il est très important que ces femmes-là puissent mener ces activités qui ont un impact social important. Quels sont les problèmes du gynécologue de l'intérieur du pays qui sont loin des problèmes du gynécologue de la rue des Jardins? Il y a une autre approche, il y a un autre feeling à avoir. Quels sont les moyens dont ils bénéficient pour... parce que là-bas, c'est une autre manière de voir les choses. Peut-être il y a des difficultés supplémentaires par rapport au gynécologue qui est à la rue des Jardins, qui reçoit des personnes plus ou moins, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, cartésiennes. Comment on fait, docteur? Oui, il est clair qu'il est beaucoup plus aisé de porter un message à la rue des Jardins, à une population qui est déjà sensibilisée au fait de la contraception, de la planification familiale, que dans une zone de population où le message a du mal à passer. Mais il faut savoir que quand même, sur l'étendue de notre pays, les centres de prise en charge des mères, les PMI, ont en leur sein des unités de planification familiale qui sont destinées à porter le conseil aux femmes et à vraiment mettre à leur disposition autant que possible les moyens de contraception. Voilà. On sait malheureusement que notre pays n'a pas une couverture d'alphabétisation totale. Oui. Dans ces zones reculées-là, quelle est l'approche, comme Marco le disait, par rapport à la barrière de la langue? Qu'est-ce qui est fait pour pouvoir vraiment donner l'information à toutes ces dames? Non, l'information, elle est véhiculée à travers la langue de ces personnes. Si vous êtes dans un petit village ou dans une petite localité, vous allez vous exprimer, vous allez porter le message avec les mots et la langue qui convient pour que le maximum de population cible, ces femmes, puissent être touchées. Je ne vais pas m'exprimer en français châtié si la majorité du public auquel je m'adresse ne va pas comprendre le message. Et dans le volet de l'activité des sages-femmes et des professionnels de santé en matière de prise en charge de la femme et de ses problèmes, il y a une activité qu'on appelle d'information, de sensibilisation et de communication. Et vous verrez par exemple, quand vous allez dans une PMI, que la matinée de consultation débute par ce qu'on appelle une séance d'information, éducation, communication, où tous les messages sanitaires liés à la grossesse, à l'accouchement et aux complications de cette dite grossesse sont véhiculés au cours d'une séance en assemblée de toutes les femmes venues en consultation ce jour-là, où la sage-femme diffuse les messages, écoute, reçoit les questions et tente d'y répondre au mieux.
pour faire passer le message. On intègre des traducteurs en fonction des patois de chacun? Oui, bien sûr. Si je suis à la maternité d'Anyama et que la majorité des personnes qui est dans la salle ce jour-là ne comprend pas français, je vais m'efforcer de trouver, si je ne parle pas la langue dominante de cette population, de trouver quelqu'un qui va être mon relais, ne serait-ce que même dans l'Assemblée, parmi les femmes qui sont venues, cela va encore plus impacter sur la portée du message. Est-ce que cette dureté des hommes, cette dureté de personnes qui ne sont pas inclines à soutenir leurs femmes dans la contraception ne fait pas le lit de l'avortement? On peut le voir ainsi, mais je pense que c'est une question de mentalité et puis vraiment de sensibilisation. L'avortement, c'est interdit en Côte d'Ivoire? L'avortement, jusqu'à présent, est interdit en Côte d'Ivoire. Ça pratique autant que le prestataire que le requérant sont passibles des sanctions prévues par la loi. C'est respecté? Qu'est-ce qui se passe en tant que docteur? Sur le terrain, en tant que docteur, bon, moi je dirais que... Votre bon nous inquiète? Bon. Pour avoir suffisamment interviewé des gens, quand ils commencent par bon, ça veut dire que... Eu égard aux complications, ou eu égard au drame auquel nous avons assisté en tant que praticiens, il est malheureusement... on constate malheureusement que ce n'est pas le cas. On a compris. On a encore beaucoup de progrès à faire sur ce plan. Dans des situations, là, c'est autorisé par le médecin pour sauver, par exemple, la vie de la dame. On a des cas où on a des grossesses extra-utérines, des GEI, par exemple. Là, il faut extraire. Non, une grossesse extra-utérine, ça n'entre pas dans le cadre de ce qu'on appelle une interruption volontaire de grossesse. Une grossesse extra-utérine, c'est une grossesse qui, au lieu de se localiser à l'intérieur de l'utérus, se localise en dehors de l'utérus, la plupart du temps dans la trompe, qui n'est pas prévue pour recevoir et porter une grossesse. C'est une urgence gynécologique majeure et pour prévenir ce type d'urgence ou de complications de la grossesse, la sensibilisation, l'information est importante aussi. Mais c'est quelque chose qui est absolument différent de l'interruption volontaire de grossesse. Ce dont vous parlez, c'est l'interruption thérapeutique de grossesse, c'est-à-dire il existe des circonstances où la grossesse présente un danger de mort pour la maman, et à ce moment-là, on décide, l'équipe médicale décide de l'interruption de cette grossesse si jamais elle avait déjà démarré et qu'elle présentait vraiment de graves dangers de mort pour la mère. Voilà, mais ce sont des circonstances qui demeurent quand même exceptionnelles. Docteur Abbé, vous avez besoin de quoi, vous, gynécologue ivoirien, aujourd'hui pour vous épanouir dans votre métier, afin que la contraception se traduise avec C majuscules dans notre pays? Vous avez besoin de quoi concrètement? Un plateau technique plus étoffé? Vous avez besoin de plus de communication? Ou bien c'est la conjugaison de tout dont vous avez besoin? Je retiendrai la troisième proposition, la conjugaison de tous les moyens, à savoir la communication, l'information et la sensibilisation des populations en général au fait de la planification familiale. La planification familiale, c'est l'effort conscient que fait le couple pour décider du nombre d'enfants et de l'espacement qu'on doit avoir entre deux naissances. Le minimum qui est recommandé, c'est de 2 ans entre 2 naissances. Non, ça, dites ça bien devant le minimum, la caméra. Parce que franchement... L'intervalle minimum qui est recommandé pour le bien-être... Minimum, mais on peut aller au-delà, mais le minimum... Le minimum qui est recommandé pour que la mère soit en bonne santé, ait eu le temps de récupérer de sa grossesse précédente, c'est 2 ans avant de démarrer une nouvelle grossesse. Franchement. Ça permet à la femme d'avoir récupéré de la grossesse précédente et surtout d'aborder la nouvelle grossesse en ayant tous ses moyens. On ne veut plus d'enfants qu'on appelle enfants escaliers, c'est-à-dire... Et on évite d'avoir 2 enfants, 2 bébés à la maison. Quand on met 2 ans avant de planifier la naissance suivante, le premier est suffisamment autonome pour permettre à la mère de porter sereinement la deuxième grossesse. La plupart du temps, à l'arrivée du second bébé, le premier a la chance déjà d'être en maternelle et on n'a qu'un bébé à la maison dont il faut s'occuper. Ce qui permet à la femme de reprendre une activité professionnelle et puis éventuellement ses activités commerciales ou autres qui permettent à la famille de rester toujours belle et avenante pour son époux. Voilà. Et ses enfants. Le couple a la latitude de décider du nombre de ses enfants. On recommande simplement
que ces intervalles minimums soient respectés 2 ans. pour le bien-être. Et ce qu'il ne faut pas dépasser, maximum 2 ans jusqu'à C'est à l'appréciation de chaque couple. l'appréciation du couple de déterminer 10 ans. le nombre des enfants, vrai, la quand taille c'est de sa trop long famille et l'intervalle. Mais les recommandations médicales, on donne des intervalles minimums à respecter. Docteur, expliquez que quand on dit 2 ans, c'est au minimum. Pas, ça peut être 3 ans ou 4 ans aussi. Bien Parce que sûr. voilà, Il ne c'est faut pas respecter juste 2 et puis Deux. bon, au suivant, Et puis 2, au deux, suivant, au ça suivant. fait 2, 4, 6, 8 et puis bon, ils sont à la maison Le comme ça. choix est laissé au couple. Le couple est libre de choisir la taille de sa famille. Nous n'avons que des recommandations à faire concernant la bonne santé Un vieil chien au de mélange, la docteur. mère. Ah. C'est vrai qu'il y a un impact économique. Plus vous avez d'enfants, il est clair que les charges qui vous incombent vont être plus élevées. Mais à vous, en tant que couple, parents, d'apprécier, en fonction de vos moyens et de vos possibilités, le nombre d'enfants que vous souhaitez avoir. Le professionnel de santé est là pour vous conseiller en termes de qualité de vie, en termes de bonne santé de la mère. Et parlons toujours du volet économique, l'accessibilité de ces contraceptions-là, ou contraceptifs. Est-ce que c'est facile pour toutes les femmes de pouvoir acquérir un compte? Ce n'est pas facile. Il faut qu'un moyen de contraception ou les moyens de contraception soient accessibles. Et l'accessibilité est un des deuxièmes freins à l'utilisation des méthodes de contraception. Et pourquoi sur Terre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Eh bien, parce que ces méthodes doivent pouvoir être disponibles dans tous les centres de santé sur tout le territoire national. Et le programme national de santé de la reproduction, qui existe depuis une vingtaine d'années, est chargé justement de promouvoir et de mettre à disposition des populations à travers tous les centres de santé les moyens de contraception. Et en dehors du frein culturel ou du frein, j'allais dire, d'information de la population, l'accessibilité est un frein aussi à l'utilisation de ces méthodes. Il y a beaucoup de femmes qui désireraient utiliser une méthode de contraception, mais vous imaginez que s'il faut faire 100 km pour avoir la méthode, elle ne pourra pas être utilisée, elle ne pourra pas être bénéficiée au couple. Donc il faut agir sur les prix aussi. Oui. C'est en ce sens-là que les pouvoirs publics doivent vous aider. Les vous. prix, Ah. l'action sur les prix est déjà faite parce que la plupart des moyens de contraception disponibles dans les centres de santé publics, dans les PMI et dans les centres de planification familiale sont largement subventionnés. De sorte que vous achetez votre plaquette de pilules par exemple à 100 francs, ce qui quand même est à la portée d'une grande partie de la population. L'action sur le prix est déjà faite parce que... Non mais docteur, on insiste là-dessus, Alix et moi, parce que des fois, ce n'est pas uniforme. L'action sur les prix à Krinjabo, c'est pas le même prix ailleurs, alors que dans les discours officiels, on nous dit que tel a diminué, c'est gratuit. Il y a beaucoup de dichotomies dans tout ça. Bon, sans avoir fait une enquête objective sur le sujet, les recommandations nationales en la matière sont que la plupart tous les moyens de contraception disponibles à travers les centres de santé publics de Côte d'Ivoire sont mis à disposition des populations, mais à des coûts symboliques, puisque subventionnés par l'État de Côte d'Ivoire et par des bailleurs de fonds étrangers. Et là, c'est une information qui est très importante pour les populations. C'est à des coûts symboliques. Normalement, ça doit être gratuit même. C'est près de la gratuité en tout cas. C'est proche de la gratuité. Quand vous achetez votre plaquette de pilules à 100 francs, ça, on peut pas faire alors mieux. qu'en pharmacie, bon, voilà. Il faut que les populations aussi aient la bonne information pour ne pas après se faire abuser. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, infiniment. docteur. C'est un plaisir de vous avoir, docteur, avec votre sérénité. Docteur Abbé Hugues, je rappelle que vous êtes gynécologue. Ça fait mal, hein, mais c'est la réalité. 20 femmes meurent chaque jour en donnant la vie dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Et il faut au moins 2 ans, au minimum 2 ans, avant d'entamer. Il faut une autre grossesse, messieurs. tout ça. Messieurs, vraiment, il faut faciliter. Il faut intégrer ça dans la vie de couple. C'est très important pour l'épanouissement des femmes, pour qu'elles soient toujours belles, étincelantes et surtout qu'elles prennent le pas actif dans le développement du pays. Bientôt, le clin d'œil, vous avez vu un subliminal à la Journée internationale des droits des femmes. C'est bientôt, c'est dans cette mouvance-là que nous avons commencé avec docteur Abbé Hugues. Merci d'être resté sur RTI 1. Bonne journée à toutes et à tous.